Bonjour, je m'appelle Dominique Gervais de chez Options Consommateurs. Cette semaine, je vais vous parler des politiques d'échange et remboursement dans la période des fêtes et de l'achat de cartes cadeaux. Quand on achète un cadeau pour quelqu'un, il faut s'informer sur les politiques d'échange et de remboursement du magasin. Parce que la loi sur la protection du consommateur ne dit pas qu'un commerçant doit reprendre le bien qu'il vous a vendu, à moins qu'il soit défectueux. Donc, c'est important de s'informer parce que la politique varie d'un magasin à l'autre. Ce n'est pas toujours la même chose. Donc, la première étape, c'est de s'informer sur les politiques d'échange et de remboursement du magasin. Et si jamais elle n'est pas inscrite sur la facture, de la faire inscrire par le commis, par le vendeur, pour être certain qu'il n'y aura pas de problème lors des échanges et remboursements. Ils peuvent vous offrir soit un échange, soit un remboursement ou soit les deux. C'est à leur choix, c'est selon leur politique. Et souvent, pendant la période des fêtes, ils vont vous demander est-ce que c'est pour un cadeau? Et là, il y a des modalités particulières qui peuvent s'appliquer. Donc, des fois, ils étendent la période d'échange et remboursement justement pour satisfaire leur clientèle. Par contre, si le bien est défectueux, c'est différent. À ce moment-là, c'est la garantie légale qui va s'appliquer. La loi sur la protection du consommateur vous garantit que le bien que vous achetez doit avoir une durée de vie raisonnable, eu égard au prix payé et aux conditions d'utilisation. Donc, je vous donne un exemple. Je m'achète une montre à 200 $. Si elle brise au bout d'un an, c'est pas normal. La garantie légale va s'appliquer. Par contre, si j'achète une montre à 10 $ et qu'elle brise au bout d'un an, bien alors là, elle a peut-être eu sa vie utile, donc la garantie ne s'appliquera pas. Donc, sachez que dans le cas d'un bien défectueux, vous avez toujours un recours, même s'il n'y a pas de politique d'échange et de remboursement. Aussi, je vais vous parler des cartes cadeaux. C'est un cadeau bien populaire pendant le temps des fêtes, mais depuis juin 2010, il y a des nouvelles règles qui s'appliquent, donc je vais vous les expliquer. Pour la plupart des cartes cadeaux, maintenant, ils ne peuvent plus avoir de date d'expiration. Donc, souvent, on oubliait les cartes, on se les faisait donner, on les oubliait dans un tiroir, on les ressortait 1 an et demi plus tard, et là, on ne pouvait pas les utiliser. Maintenant, plus de date d'expiration. Ils n'ont plus le droit non plus, les commerçants, de vous charger des frais pour la délivrance ou l'activation ou l'utilisation de la carte. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau et qui est très apprécié. Autre chose, si vous avez un solde de moins de 5 $ sur votre carte, le commerçant est obligé de vous remettre l'argent comptant. Donc ça évite bien des problèmes quand il reste quelques dollars sur la carte et que vous ne pouvez pas rien acheter dans le magasin. Donc, ça fait partie des nouvelles règles. Par contre, il y a des petites exceptions. Si vous achetez des cartes Visa, Mastercard prépayées, à ce moment-là, eux, ils peuvent prévoir des dates d'expiration et peuvent vous charger des frais. Et aussi les cartes de centre d'achat. Donc, si vous achetez une carte qui vous permet de magasiner dans tout le centre d'achat, à ce moment-là, ils ont le droit de vous charger des frais d'activation de la carte ou des frais d'inutilisation. Donc, voici pour les cartes cadeaux. Bon magasinage! Bonjour, mon nom est Marie-Claude Larocque, je suis policière au service de police de la Ville de Montréal. Cette semaine, ma chronique portera sur la sécurité routière en saison hivernale. Nous avons déjà eu notre première neige récemment. Il est important de mentionner que l'utilisation des pneus d'hiver est obligatoire ici au Québec. Présentement, la loi exige d'avoir des pneus d'hiver du 15 décembre au 15 mars. Évidemment, le pneu en crampon, lui, est permis depuis le 15 novembre dernier. Il est important aussi de regarder l'usure des pneus. Ce n'est pas tout d'avoir des pneus d'hiver, mais il est important de regarder la bande de roulement. Les policiers peuvent vérifier l'usure des pneus et donner des contraventions si l'usure des pneus est trop avancée. Il est important aussi d'adapter sa conduite aux conditions hivernales. Même si certaines rues à Montréal ont un maximum de 50 km/h et 40 km/h, il est exigé dans certaines tempêtes de neige de diminuer sa vitesse. Une infraction est prévue aussi à cet effet. Il est important aussi, lorsqu'il y a des tempêtes de neige, de dégager toutes les vitres de votre voiture, autant celles avant, arrière. Il y a une infraction aussi à cet effet qui est prévue si vous n'enlevez pas la neige aussi de votre toit. Vous pourriez nuire à la visibilité des autres usagers de la route à l'arrière de vous.
En tant que piéton aussi, lorsqu'il y a des grosses tempêtes de neige, on vous demande de vous assurer d'être vu. Lorsque vous êtes à une intersection, vous voulez traverser, regardez du contact des yeux le conducteur de la voiture. Est-ce qu'il vous a vu? Est-ce qu'il est en moyen d'immobiliser sa voiture? Dans les tempêtes de neige, ce n'est pas toujours évident pour les voitures de s'immobiliser. Donc, assurez-vous que la voiture est en capacité de s'immobiliser pour vous laisser passer, ne pas vous heurter. En conclusion, on demande aux automobilistes d'être vigilants durant la saison hivernale. On demande aussi aux piétons de traverser aux intersections. C'est à ces endroits précis que les automobilistes s'attendent à voir des piétons et ceux-ci sont doublement vigilants. On vous souhaite un bon hiver et d'être sécuritaire sur la route. Merci. Bonjour, cette semaine, je vous fais un petit bonbon vitaminé pour la collation. On appelle ça aussi des fois des boules d'énergie où vous allez entendre peut-être aussi des zouzous, il y a plusieurs noms. Mais la base, le principe est toujours le même. On essaye de faire une collation qui va être soutenante. Ça prend quelques minutes à faire. Par exemple, ça vous prend un robot culinaire. Donc, vous avez besoin d'un robot. Si vous avez un robot, vous pouvez y aller avec votre imagination. On peut mettre un peu n'importe quoi là-dedans. Le but, c'est qu'il y ait une base de quelque chose de collant. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre des dattes. Mais ça pourrait être aussi, exemple, des canneberges séchées. Ça pourrait être un mélange des deux. On va faire à peu près une tasse de noix pour une demi-tasse de dattes. Donc, je vais mettre à peu près une demi-tasse d'amandes. Ça pourrait être aussi n'importe quelle noix. Là. Je vous dis, vous pouvez vraiment y aller. Le principe est toujours le même, c'est qu'on met des noix puis on met une base collante. Donc, après ça, vous allez mettre peut-être une demi-tasse de noix de Grenoble. Donc, ça, c'est notre base de noix. Ensuite, la base collante, donc des dattes. Ça prend des dattes fraîches. Donc, je vous conseille d'acheter des dattes fraîches comme ça en boîte. Vous allez trouver ça dans presque toutes les épiceries. Sinon, ça peut être des dattes séchées. Les dattes séchées, il faut les réhydrater avant de les mettre dans le robot. Donc, il faut les mettre dans l'eau. Ça peut être toute une nuit, ça peut être juste quelques heures, mais il faut vraiment les réhydrater. Si vous êtes pressé et vous avez des dattes séchées, il faut mettre de l'eau bouillante absolument. Sinon, ça va prendre trop de temps. Là, avec les dattes fraîches, ça prend 0 temps. Elles sont prêtes à être utilisées. Par contre, il faut s'assurer d'enlever le noyau. Le pépin, noyau. Ça, c'est le robot culinaire, il n'aime pas ça du tout, du tout. Donc, à peu près une demi-tasse de dattes dénoyautées. Donc, on va mettre ça aussi dans le robot. Donc, je mets tout simplement comme ça. J'aime bien les faire à la vanille. J'aime bien faire une base assez neutre. Vous pouvez aussi mettre des épices si vous voulez. Moi, je vais mettre juste un petit peu d'essence de vanille. On va mettre un peu de sel, donc une pincée de sel. Là, je mets de la fleur de sel. J'aime bien aussi le goût du petit peu salé sucré. Fleur de sel, c'est tout. On actionne le robot. Donc, vous laissez marcher le robot culinaire jusqu'à temps que vous... C'est quand on voit que ça colle et que ça commence à vouloir former une boule, on arrête le tout. Ça va vous donner une base comme ça. Il vous reste à les rouler en petites boules, mais ça pourrait être aussi les aplatir dans un moule carré, puis vous pourriez couper des carrés. Moi, j'aime bien le côté pratique des petites boules. Aussi, ce qui arrive, c'est que c'est collant. Juste comme ça, mais ça peut être bien aussi si on la sert immédiatement pour un dessert ou pour une collation. Sinon, ce que j'aime faire quand c'est un souper peut-être un peu plus fancy ou si vous voulez vraiment le manger avec les doigts, c'est que je viens comme l'enrouler dans une petite garniture quelconque. Là, c'est de la noix de coco. Ça donne un autre goût aussi. On pourrait le mettre dans du cacao. Si vous aimez vraiment la cannelle, vous pouvez en mettre à l'intérieur, mais vous pouvez aussi rouler la petite boule dans un peu de cannelle. Ça pourrait être aussi dans des graines de pavot. Ça fait très beau. Oups! Cacao. Ça va nous faire une petite boule comme un truffe. Donc, on roule ça là-dedans. Voilà. Donc, ça vous fait plusieurs petites boules que vous pouvez faire avec différentes couleurs. Vous
Vous pouvez utiliser cette base pour faire une croûte de tarte. Donc, vous allez prendre cette garniture, vous allez l'étendre dans une assiette à tarte. Ça vous fait une croûte de tarte crue. Et vous pouvez mettre aussi, encore là, la garniture que vous voulez à l'intérieur. Les petits bonbons vitaminés, ça donne ça. C'est parfait pour les lunchs, pour les collations. Ça vous fait une alternative santé au bord tendre du commerce. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été transformé. Ça prend juste des produits bruts. Je vous incite à l'essayer. Vous allez être surpris. C'est délicieux. Gênez-vous pas pour l'assaisonner à votre goût. Je vous souhaite bon appétit, bonne collation. Bonjour, je suis Aude Guiraud, globe-trotteuse et professeure en tourisme. Cette semaine, je viens vous parler de comment faire sa valise. Alors, déjà avec soi, c'est son bagage à main qu'on peut prendre. Et le bagage à main, depuis le 11 septembre, les réglementations sont pas mal strictes et ont pas mal changé aussi. Alors, il faut savoir que le nombre des bagages à main dépendent de la compagnie aérienne avec laquelle vous volez. Ça dépend aussi de votre destination, si c'est une destination à l'interne, donc au Canada, ou si c'est une destination vers l'Asie, vers l'Europe. Tout ça, c'est vraiment des points importants parce que ça change le poids, le nombre, ce qu'on peut apporter ou non. Ça dépend aussi si vous prenez un vol régulier, comme Air Canada, Air France, ou si vous prenez un vol nolisé, qu'on appelle, comme Air Transat. Par exemple, en bagage à main, Air Canada autorise une petite valise avec des dimensions standards, et un petit article aussi en plus de ça, comme un manteau ou un sac à main pour une femme par exemple. Il faut faire attention à ne pas prendre sa trousse de toilette avec soi, mais ne prendre que les éléments nécessaires à sa survie, si on peut dire, pendant le vol. Les produits ne sont pas tous autorisés. Il faut que ce soit des produits de 100 ml et moins, et que ça puisse rentrer dans un petit ziploc de 1 litre maximum. Ça, c'est la première règle. Alors, il faut savoir aussi qu'il ne faut pas de produits dangereux, mais il y a quelques diphtongues. Alors, on peut prendre son fer à friser, par exemple, avec soi, sans aucun problème. Ça aussi, ça dépend des compagnies aériennes. Donc, validez avant avec votre agent de voyage ou directement sur les sites Internet des compagnies aériennes. Alors pour les bouteilles d'eau, achetez-les après avoir passé le contrôle de sécurité, juste avant votre port d'embarquement, parce que non, on ne peut pas passer des bouteilles d'eau, petites, moyennes ou grandes, au contrôle de sécurité. Et pour vous les fumeurs, vous pouvez prendre votre briquet, mais il ne doit pas être dans votre bagage à main, il doit rester sur vous, dans vos poches tout simplement. Alors dans les bagages de soute, on peut enregistrer à peu près tout ce qu'on veut comme matériel, tant que ce n'est pas du matériel dangereux. Donc vous pouvez mettre vos bouteilles, par exemple si vous voulez des bouteilles d'alcool, vous ne pouvez pas les transporter en bagage à main, mais vous pouvez bien les envelopper et les mettre dans votre bagage enregistré. Vous pouvez même apporter avec vous vos vélos, vos instruments de musique, vos instruments de camping, vos instruments de sport. Si vous allez faire, je sais pas moi, de la planche à voile, du golf, etc. Ça, c'est faisable aussi de les mettre en bagage enregistré. Je le répète aussi, ça dépend de la compagnie aérienne et de votre destination. Avant de commencer sa valise, moi je vous conseille de contacter votre agent de voyage ou d'aller sur le site internet de votre compagnie aérienne pour savoir le poids autorisé de votre valise. Le poids pour les valises enregistrées, j'entends, pour les valises en soute. Après, vous avez le choix de soit prendre une valise, soit prendre un sac à dos. Si vous restez longtemps sur place, que vous prenez juste un seul vol, peut-être même avec une correspondance, c'est plus judicieux ou c'est plus efficace de prendre une valise, tout simplement, une valise de voyage où vous pouvez mettre vos habits à plat pour pas trop les froisser non plus. Les compagnies aériennes, la majorité, prennent jusqu'à 32 kg de bagages enregistrés. C'est l'exemple de Air Canada. Donc une valise, c'est parfait. Ça rentre dans les normes et dans les poids. Par contre, si vous planifiez de barouder un peu, changer beaucoup d'endroits sur place, prendre beaucoup de transferts différents, optez plus pour un sac à dos. C'est plus pratique. N'oubliez pas que pour un sac à dos, ça dépend de votre poids à vous.
Donc il faut qu'il soit maximum 20% de votre poids pour pouvoir le porter aisément, sinon ça risque d'être très très lourd. Les sacs à dos aussi, c'est pratique pour le transport. Par contre, pour chercher ce qu'on veut mettre le lendemain, etc., ce n'est pas extrêmement pratique. Je vous conseille de rouler vos affaires ou de vraiment bien les ranger pour que ça crée plus de place, que vous ayez plus de choses à emmener ou à ramener de vos voyages. Alors pour conclure, je vous inviterai à contacter votre agent de voyage ou aller surfer sur les sites internet de la compagnie aérienne que vous utiliserez et aussi de vous renseigner sur les douanes des pays que vous allez visiter pour vous éviter de mauvaises surprises. Bonjour, mon nom est Sylvain Perron. Cette semaine, je vais vous parler d'une chronique en environnement sur le sujet de Noël. Noël étant un temps où on dévolue beaucoup notre temps et notre argent pour nos familles, alors il est temps d'en parler pour faire des choix environnementaux cette semaine. Le souper en famille à Noël est quelque chose de très important. Donc, il va être important de faire des actions en environnement qui sont justifiées. Par exemple, durant le souper de Noël, on peut s'attendre à ce que nos invités peuvent utiliser le covoiturage. En fait, les avantages non seulement économiques qui, évidemment, vont gaspiller moins d'essence pour venir chez vous, mais évidemment, vont leur permettre peut-être de se soucier un peu moins de leur état de conduite à la fin de la soirée. Aussi, lorsqu'on parle d'un souper de Noël, il est très important de choisir des produits locaux. Noël étant un temps très traditionnel, donc évidemment, on privilégie tout ce qui est locaux, donc les attacas, la dinde. C'est des trucs qui sont absolument délicieux et surtout au niveau de Noël, au niveau locaux, c'est toujours très important, c'est toujours très intéressant. Au niveau de la décoration, ça va être important évidemment de toujours prendre les mêmes décorations. Évidemment, on a toujours tenté d'avoir des nouvelles décorations de Noël, mais au niveau des décorations de Noël, ça va être aussi important, outre le seconde main, de toujours privilégier toutes les décorations qui sont toutes au niveau sans lumière, en fait. C'est surtout ça qui est très important. Le sans lumière fait en sorte que vous économisez énormément d'énergie. Et évidemment, si vous tenez à avoir des guirlandes de Noël très éclairées, je vous suggère de les éteindre le soir, en fait. Il n'y a personne qui va vouloir le voir après 23 heures. Donc, tout le monde va être couché. Faites-en de même, fermez vos décorations, c'est très important. Aussi, ça va être très important lorsqu'on donne des cadeaux pour Noël, et ça, c'est très important, en fait, de choisir des cadeaux qui sont intangibles, des billets de spectacle, des billets pour des événements sportifs. Non seulement ça va vous permettre en fait de voir un spectacle peut-être avec les personnes à qui vous avez donné un cadeau, mais également de tout éviter tout le problème de consommation que Noël engendre en ce moment. Et évidemment, lorsque vous voulez emballer, il est idéal évidemment de toujours prendre des sacs, en fait, des choses réutilisables ou encore d'utiliser le journal du matin. Ça va beaucoup vous aider, surtout en diminuant la quantité d'emballage que vous allez faire. Évidemment, durant le temps des fêtes, on veut souvent impressionner nos invités avec tous nos cadeaux, nos belles babioles qu'on peut accrocher un peu partout. Ça va être très important, évidemment, lorsqu'on fait un événement pour Noël, il faut se souvenir que les invités viennent pour nous et pour voir la famille. C'est inutile d'accrocher des babioles un peu partout. Passez du temps avec vos invités, c'est ça qui est important, et passez un très joyeux Noël. Bonjour, je m'appelle Manon Caisse. Cette semaine, nous allons parler d'étirement et d'amélioration de votre position debout. Lorsqu'on parle d'étirement, il y a un principe qu'il faut toujours faire attention, c'est la douleur. Personne n'a le même niveau de douleur ou de flexibilité. Donc, lorsqu'on va faire des étirements ensemble, parce que je vous demanderai de m'accompagner, c'est de toujours écouter s'il y a des endroits dans votre corps où c'est vraiment douloureux. Du moment qu'il y a douleur, on s'arrête, on change de position et on reprend. Encore là, parce que personne n'est pareil. Donc, la douleur, c'est un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Et c'est pour ça qu'on fait des étirements, pour maintenir une bonne forme, la flexibilité et prévenir la douleur. Alors, si vous voulez bien m'accompagner, je vous demanderai de vous lever et de faire les exercices avec moi. Donc, maintenant que vous êtes debout avec moi, je vais vous parler de la mauvaise façon de se tenir debout. La mauvaise façon que la plupart des gens font, c'est de se tenir très droit et de barrer les genoux.
Barrer les genoux, ça vous rend dans une position statique. Ça vous empêche de bouger. Et ce qu'on peut voir aussi, si je barre les genoux, c'est que ça fait ressortir mon bassin. OK? Puis quand on fait ça, ça l'amène aussi la tête vers le devant. Donc, pour prendre la bonne position, c'est important de placer ses jambes, ouvrir les jambes un peu, largeur des hanches à peu près. OK? Deuxième chose qui est très importante, le bassin. On a tendance à voir le bassin tourner. Je vais vous demander de placer une main sur votre bedon, une main sur le sacrum et de rouler vers l'avant. Doucement. Rouler vers l'avant doucement. Ça va amener une légère flexion de vos genoux. C'est déjà plus confortable. En faisant cela, si vous êtes à l'écoute, on va prendre le temps d'ouvrir les épaules et ça replace ma tête en ligne droite. Donc, mon dos, parce que mon dos est en ligne droite, j'économise mes muscles et c'est plus facile et confortable. Donc, je répète, les jambes ouvertes versus les genoux. Ce que ça fait aussi, les genoux serrés, on serre tous les muscles. Inévitablement, les muscles, souvent des cuisses, vont être serrés et les fessiers sont serrés. Donc, si vous passez 1 heure ou 2 debout, vous êtes toujours crispé. Ce qu'on veut apporter, c'est de la détente. Donc, roulement du bassin. Si vous regardez, ma tête recule. Donc, ma tête maintenant est bien alignée avec mon dos. Genoux pliés, fesses rentrées et on peut desserrer les fesses. Ce que ça apporte, c'est un repos à vos vertèbres. Essayez d'imaginer votre colonne vertébrale comme un jeu de millibriques ou de Lego. Nos petites colonnes sont tous emboîtées l'une dans l'autre. Si je suis inversée comme ça, je crée une pression sur ma colonne. Donc, d'un simple mouvement de bassin, je plie mes genoux un peu et j'enligne mon corps. C'est un repos indéniable. Je vais vous demander de penser aussi que tout le long de votre colonne, vous avez de beaux grands muscles. Il y en a des petits, il y en a des longs. Lorsque on est placé comme ça, je demande à mes muscles de s'étirer. Tandis que lorsque je ramène, mon muscle est raccourci et c'est un repos. L'autre chose que ça apporte, sans qu'on s'en aperçoive vraiment, c'est que ça détend tout le haut du dos. Parce que j'ai relâché mes muscles dorsaux, mes épaules, tout le haut du dos est relâché. Donc, l'étape d'après, c'est de prendre conscience que je n'ai pas la tête en avant, que je n'ai pas la tête derrière, bien alignée. Et souvent, le stress ou n'importe quoi fait que souvent, on est serré, les épaules vers les oreilles. Donc, pour une bonne position, bien ancré par terre, on roule le bassin. Les genoux plient un peu. Je ne veux pas être comme ça, c'est un effort. Je relâche mes cuisses, mes fessiers. Je vais détendre mes épaules et replacer. Ce que j'ai remarqué, souvent les gens, quand je leur dis de rouler le bassin, ils vont se retrouver comme ça. Donc, au début, vous pouvez regarder dans un miroir. On ne vient jamais droit. Le dos, il est rond. Il y a un petit S. Mais on enlève de la pression. La position debout, parce que aujourd'hui, parce qu'on est souvent debout, que ce soit dans une file d'attente, que ce soit en faisant la cuisine, que ce soit en travaillant, ceux qui travaillent debout, vous pouvez faire ce petit mouvement tout simple qui fait que la vie va être plus douce, enlever des pressions. Ça ne paraît pas, ça va détendre votre bas de dos. La session du bas de dos va revenir, car c'est très important. Les gens qui travaillent assis toute la journée, je vous demanderais ou suggérerais de vous lever, surtout si vous travaillez avec les ordinateurs, de vous lever une fois à l'heure, si vous pouvez, de vous lever et de prendre cette position-là. L'autre suggestion que je vous fais, lorsque vous parlez au téléphone, laissez tout tomber, prenez le temps de vous lever. Parce que quand on est toujours assis, c'est ce qui rend le bas du dos faible, déjà. Donc, vous vous levez lorsque vous parlez au téléphone et vous pouvez dégager les épaules parce que l'ordinateur amène beaucoup de problèmes de cou, d'épaule, de bras
et de bas de dos parce que le cou, les tensions du dos, du bas du dos et du cou sont interreliées. Si on veut aller plus loin, une fois qu'on est dans la position, pour désengager ou dégeler, moi j'appelle ça dégeler les épaules, c'est de faire de légers mouvements. Quand on est debout, on rentre le ventre, on fait les épaules, on les roule, soit devant, soit derrière. Donc, je vous suggère de pratiquer la position debout plusieurs fois par semaine et n'oubliez pas de respirer. L'inspire est un effort, l'expire est une détente. Donc, je rentre mon bassin, descends les épaules. La détente s'est installée et le travail est commencé. Bonjour, je m'appelle Myriam Chagnon, conseillère au volet jeunesse chez Options Consommateurs et cette semaine, je vous présente la trousse Achète-toi une vie. Achète-toi une vie, c'est une trousse qui s'adresse aux jeunes de 14 à 21 ans et qui vise à les aider à prendre des décisions financières éclairées. En plus d'enseigner les règles de base du budget, du crédit, de l'épargne, la trousse Achète-toi une vie apprend aux jeunes aussi à identifier leurs besoins, à gérer leurs désirs et à appliquer toute cette connaissance-là dans la gestion de leurs finances personnelles. La trousse Achète-toi une vie vient en 3 formes. Un guide d'information et d'exercice accompagné d'un DVD où on retrouve des capsules éducatives sous forme vidéo et des montages de courts-métrages réalisés par des jeunes au Québec depuis 2005. Vous retrouvez aussi tout le même contenu sur le site web www.achète-toi-une-vie.com. Alors, à l'intérieur de la trousse Achète-toi une vie, vous allez retrouver 4 sections de contenu. La première section est une section qui aide les jeunes à se connaître un peu mieux en tant que consommateurs. Donc, on y voit un peu les notions de besoin et de désir. Donc, le jeune consommateur apprend d'une certaine façon à reconnaître les 5 besoins fondamentaux de base et à travers ces conceptions-là, essaie de gérer tous ses désirs parce qu'on sait qu'au niveau de la consommation, on a des désirs à tous les jours, ce qui est tout à fait normal, mais on sait qu'ils sont très nombreux et parfois nos moyens sont limités aussi. Donc, on n'a pas le choix. Des fois, il faut faire des choix. Donc, la première section aide le lecteur à s'y retrouver parmi tous ces choix-là en orientant ses désirs parmi des besoins de base. Dans la deuxième section de la trousse, vous allez retrouver une section qui explique le budget. Donc, on y voit les règles de base du budget, comment faire un budget, mais aussi à quoi ressemble le budget d'un jeune typique. Vous allez rencontrer Max et son budget qui, vous allez voir, pose certains problèmes. Troisième partie de la trousse, vous allez voir une section qui porte sur le crédit. Donc, est-ce qu'on devrait ou non avoir une carte de crédit? Et si on décide d'avoir recours au crédit, en général, que ce soit sous forme de carte ou sous toute autre forme, qu'est-ce qu'on devrait savoir? Qu'est-ce qu'on devrait vérifier comme information de base? Et avant même... Qu'est-ce qu'on devrait vérifier comme information de base et qu'est-ce qu'on devrait demander aussi comme information avant même de s'engager dans des contrats de crédit. Donc, vous allez retrouver des tableaux vous expliquant le crédit, comment ça fonctionne au niveau du coût et au niveau des différentes formes de crédit aussi, vous allez vous y retrouver facilement. Dernière section de la trousse, c'est une section sur l'épargne où tout simplement on donne de petits trucs très concrets pour nous motiver à épargner à chaque jour, à savoir comment on fait pour épargner, que ce soit dans notre quotidien ou que ce soit à plus long terme pour réaliser nos projets de vie. Alors, j'espère que vous aurez du plaisir et de l'intérêt à consulter notre trousse. N'hésitez pas également à nous faire part de vos commentaires en contactant le volet jeunesse d'Options Consommateurs. Et on aimerait finalement remercier le fonds de subvention d'éducation financière qui est supporté par le CEDI et TD qui nous ont permis de réaliser cette trousse et ce beau projet. L'influenza, c'est une maladie virale qui
provoque une haute fièvre, faiblesse, douleur articulaire qui arrive chaque hiver. Malheureusement, tout le monde peut l'attraper. À peu près 5 à 20% de la population va l'attraper chaque année. C'est plus dangereux pour les jeunes enfants en bas de 6 ans et pour les personnes âgées et également pour les malades pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Malheureusement, la grippe est causée par 3 virus d'influenza, influenza A, B et C. C'est rarement provoque des infections chez les humains. Le type A et B changent chaque année et malgré qu'on est protégé partiellement par les vaccins qu'on a reçus les années dernières, on n'est pas protégé pour l'année qui arrive. Et c'est la raison qu'on suggère que tout le monde soit immunisé chaque année. La grippe est très infectieux. C'est transmis par les gouttelettes, en toussant, en parlant, en touchant les gouttelettes. Durant une pandémie, à peu près 50% de la population vont l'attraper. De temps en temps, les souches d'influenza font des gros changements. Des changements dans le peau qui couvre le virus. À ce moment, les jeunes surtout ne sont pas protégés contre ce virus et vont l'attraper. Le vaccin n'est pas un virus entier, c'est juste un morceau de virus qui est utilisé et on ne peut pas attraper l'influenza par une piqûre. Malheureusement, à Québec, ce n'est pas gratuit pour tout le monde. C'est gratuit au CLSC pour les enfants de 6 mois à 6 ans et pour la famille de ces enfants. Pour les personnes qui ont des maladies chroniques comme de l'asthme, des problèmes rénaux ou cardiaques, des problèmes pulmonaires, des immunocomprimés, HIV par exemple, et pour les personnes plus âgées que 60 ans. En général, le vaccin pour une personne en bonne santé se protégera entre 70 à 90% de la population qui sera vaccinée. Moins pour les personnes âgées et moins pour les jeunes également. Quand même, ça protège. Si on n'a pas été vacciné, est-ce qu'il y a un traitement? Pour la plupart des gens, un traitement n'est pas nécessaire et c'est le temps, la bonne hydratation, Tylenol ou ibuprofène et une protection pour ne pas contaminer d'autres gens à la maison. S'il y a 2 antiviraux qu'on peut prendre, une est une poudre qu'il faut aspirer et la deuxième est une pilule ou un sirop, Tamiflu. Si on veut prendre une des deux, il faut le prendre assez rapidement, en dedans de 48 heures après que les symptômes se sont commencés. Si votre température persiste, si vous avez des douleurs à l'oreille ou la misère à respirer, ou une congestion nasale avec une douleur, il faut venir à l'hôpital, il faut voir un médecin. Il n'y a pas un traitement pour prévenir de ne pas attraper l'influenza. Le meilleur traitement, ce soit la vaccination. Si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a l'influenza et si vous avez peur pour des raisons médicales d'attraper l'influenza, si vous êtes enceinte par exemple, il y a des médicaments qu'on peut prescrire en prophylaxie, en prévention. Mais en général, le meilleur traitement, si vous avez l'influenza, c'est de ne pas sortir, être en contact avec d'autres mondes, protéger votre voie respiratoire si vous toussez dans votre chandail ou ailleurs, et même mettre un masque si vous avez besoin. C'est la raison que dès que vous arrivez à l'urgence, et si vous avez des symptômes de grippe, on va mettre un masque et même vous demander de laver vos mains et mettre des gants.